Nous sommes à New Hope, une petite ville de Géorgie aux États-Unis. Allô? Mon mari m'a appelé et m'a dit « Chérie, ils annoncent une tempête. » Les garçons, rentrez! On annonce une tempête! Ce 4 avril 1977, une des pires tempêtes de la décennie ravage le sud des États-Unis. Face au risque de tornade, Sadie se réfugie avec ses enfants dans le sous-sol de sa maison, quand soudain... Nous avons entendu un énorme bruit. Quand je suis arrivée en haut des escaliers du sous-sol pour fermer la porte, j'ai vu un reflet rouge, comme le feu dans la porte. C'est là que j'ai vu ce qui se passait. Sadie est alors le premier témoin de l'histoire du vol Southern 242. Carte d'embarquement. Bonjour, monsieur. Bonjour. Carte d'embarquement, s'il vous plaît. Oui. Prenez cette allée et ce sera sur votre droite, monsieur. Bon vol. Oui, merci. Carte d'embarquement. Le DC-9 de Southern Airways à destination d'Atlanta est presque complet aujourd'hui. Il embarque 81 passagers, dont de nombreux militaires des bases environnantes. Le commandant Mackenzie et son copilote Lyman Keel ont déjà effectué depuis le matin plusieurs tronçons de vol dans le sud des États-Unis. Et qui fait l'atterrissage? Pas moi, je suis juste le commandant. Démarrage, moteur. La règle veut qu'à chaque vol, les deux pilotes échangent les tâches. Sur ce tronçon, c'est donc le copilote qui sera aux commandes. C'est un ancien de l'aéronaval reconverti en pilote de ligne chez Southern depuis 4 ans. Évidemment, avant de décoller, l'équipage a pris les informations météo sur le trajet. Et ce n'est pas terrible. On dirait qu'on va s'en prendre une bonne. Le DC-9 a été lancé en 1965. C'est un court moyen courrier, concurrent direct du Boeing 737, mais lui est équipé de 2 moteurs à l'arrière du fuselage. Nous devions décoller 13 fois ce jour-là, ce qui veut dire beaucoup d'arrêts, des tronçons de 20 ou 30 minutes. Nous faisions un tour du sud. Après une matinée ensoleillée, le soleil a disparu. La météo s'est dégradée, l'équipage s'attend à de fortes turbulences. Il pleuvait à Huntsville et ils ont dit qu'il allait faire mauvais et que nous ne devions pas servir. Alors nous n'avons pas servi les passagers entre Huntsville et Atlanta. C'est un tout petit tronçon. Nous étions ravis de ne pas avoir à servir. J'ai été un peu surpris que nous décollions aussi vite. Je pensais que nous roulerions jusqu'au bout de la piste et que nous attendrions que le temps se calme. Mais nous avons décollé immédiatement. À 15h54, le DC-9 décolle sous une pluie battante. En théorie, il va lui falloir 25 minutes pour rejoindre Atlanta. Mais alors que le vol 242 monte en altitude, la météo nationale lance un message d'alerte. Non seulement le temps se dégrade sérieusement, mais en plus des tornades sont en train d'apparaître dans le sud du pays. Dans le sud-est des États-Unis, le temps peut être trompeur. Les orages se forment quand on a un fort taux d'humidité et des températures hautes. Avec toute cette humidité dans l'air et ces fortes chaleurs, il faut prévoir des orages accompagnés de fortes pluies, de grêles, de conditions givrantes et des vents violents. Et bien sûr des tornades qui sont engendrées par ce type de temps. Le contrôle aérien d'Huntsville tient l'équipage au courant de l'évolution de la situation météo. Southern 242, j'observe une série d'événements météorologiques qui semblent de force modérée à forte. Début dans environ 5 nautiques devant vous. D'accord, nous sommes sous la pluie en ce moment. Est-ce que les pluies ont l'air plus fortes que ce que nous avons là? Ce n'est pas une masse solide, mais il semblerait que ce soit un peu plus fort que ce que vous avez maintenant. En 1977, la plupart des avions de ligne sont équipés de radars météo. C'est une aide précieuse pour les pilotes qui visualisent les nuages en blanc sur leur écran. Je ne vois rien, on dirait juste de la pluie, Bill. Qu'en penses-tu? Il y a un trou. Il y a un trou juste là, c'est tout ce que je vois.
De fait, sur l'écran radar, un couloir de couleur plus sombre indique un passage potentiel. Mais il va falloir faire un slalom entre les énormes cumulonimbus, ces nuages d'orage très dangereux pour les avions. À l'aller, nous avions un bon radar. Je pense que tout droit, par là, ce sera sûrement mieux pour les prochains milles. Mais alors qu'il s'engage au beau milieu de la tempête, l'équipage reçoit un message d'alerte météo du contrôle aérien de Memphis. Attention à tous les appareils. Sigmet, Tennessee, sud de la Louisiane, Mississippi. Un Sigmet est un message d'alerte concernant un phénomène météorologique dangereux pour l'aviation. C'est parti. Tiens bon, cow-boy. Les pilotes n'aiment pas être à moins de 40 000 nautiques de ce genre d'orage, pour la simple et bonne raison que l'avion risque de ne pas pouvoir y faire face, ou que les pilotes perdent le contrôle de l'appareil. Du coup, les deux pilotes se penchent à nouveau sur leur radar météo. Ça a l'air fort. On ne traversera pas. Et la situation a évolué. Le passage envisagé il y a quelques instants semble avoir disparu. C'est le trou, non? Ça n'a pas l'air d'un trou, si? Dehors, la tempête redouble de violence. Je n'avais jamais entendu un bruit de grêle pareil. Le bruit de la grêle contre l'avion était assourdissant. Je n'ai jamais entendu de bruit aussi fort. J'avais l'impression d'être dans un tonneau en métal et que quelqu'un jetait des pierres dessus. Gardez vos ceintures attachées. Ça ne devrait pas durer. Le pare-brise de l'avion est littéralement bombardé par une pluie de grêlons, de la taille d'une balle de tennis. Les pilotes du Southern 242 ont dû élever la voix pour se comprendre par-dessus l'épouvantable bruit des grêlons qui mitraillaient l'avion. Ces pilotes n'avaient jamais connu pareille tempête de leur vie. Par où est-ce qu'on traverse? Par où on sort? Je ne sais pas comment sortir de là, Bill. Je sais, mais il faut en sortir. Oui, à travers cette bande. Dégagez à gauche et à peu près à droite. Je pense qu'on peut traverser là-bas. Les deux pilotes cherchent désespérément à se frayer un passage dans cet enfer. Mais la situation continue à se dégrader. En quelques instants, l'appareil perd son énergie électrique et également la plupart des instruments du tableau de bord. Sans visibilité, en plein nuage et sans horizon artificiel, maintenir un avion sur sa trajectoire de vol devient un exercice très périlleux. Les pilotes doivent donc regarder dehors pour maintenir l'avion à plat grâce à la ligne d'horizon. Mais évidemment, dans de telles conditions, l'horizon est parfaitement introuvable. Et sans instrument, maintenir l'appareil à l'horizontale est quasiment impossible. Southern 242, quelle est votre vitesse? À cet instant, le contrôle d'Atlanta cherche à contacter le vol Southern. En vain. Southern 242, ici Atlanta, quelle est votre vitesse? Dès que j'ai réalisé qu'il se passait quelque chose d'anormal, je me suis levée et j'ai commencé à donner des instructions aux passagers. Le personnel de bord n'a pas tardé à nous donner les consignes d'atterrissage d'urgence. Nous n'avons pas vraiment eu le temps de commencer à paniquer. Je l'ai retrouvé, Bill. Je l'ai retrouvé. Après 36 secondes d'obscurité, l'électricité revient. Réalimentés, les instruments et la radio se remettent en marche. Le contrôle aérien commence à être inquiet. Maintenez à 15 000. Maintenez à 15 000, Southern 242, si vous m'entendez. La consigne du contrôle est de maintenir une altitude de 15 000 pieds. Mais dans la confusion des moments précédents, l'avion est descendu à 13 000. Nous essayons de le remonter. Je regardais l'avant du moteur gauche. Je voyais la grêle continuer de cabosser la carrosserie autour du moteur et le cône au centre. Le bruit venant du moteur indiquait qu'il était en train de rendre l'âme.
D'accord, ici 242. Notre pare-brise est très endommagé. Et nous essayons de remonter à 15 000. Nous sommes à 14 000. Southern 242, vous dites que vous êtes à 14 000? Le moteur gauche ne tourne plus. Notre moteur gauche vient de nous lâcher. Vous dites que vous avez perdu un moteur et que votre pare-brise est endommagé? Oui, monsieur. Mon Dieu, l'autre moteur s'arrête aussi. L'autre moteur est en train de s'arrêter. Southern 242, répétez. Stand-by. On a perdu les deux moteurs. Les deux moteurs sont maintenant éteints. Le DC-9 est un planeur et il perd 56 pieds par seconde. Ils sont à 14 000 pieds. Ils n'ont pas beaucoup de temps. Donnez-nous une trajectoire vers une zone dégagée, Atlanta. Le copilote prend un cap censé éloigner l'avion de la tempête. Pendant ce temps, le commandant Mackenzie tente de redémarrer les moteurs. Soit il réussit, soit c'est un atterrissage de fortune en pleine nature. Car pour l'instant, le DC-9 n'est plus qu'un planeur de 40 tonnes en perdition dans un ciel en furie. Et l'arrêt des moteurs signifie également la perte de toute énergie électrique et hydraulique, donc la perte de la plupart des instruments et de la radio. Piloter dans de telles conditions relève carrément de la mission impossible. Lance l'APU. L'APU, c'est le groupe auxiliaire de puissance. Un petit générateur situé dans la queue de l'appareil est destiné à fournir de l'énergie lorsque l'avion est au sol, moteur éteint. Mais son démarrage nécessite 2 bonnes minutes de procédure. Une fois les instructions données, nous avons juste attendu avant d'atterrir. Nous nous sommes regardés et nous nous sommes dit que nous allions tous nous en sortir ensemble. Et nous nous sommes tenus la main un moment. Quand le second moteur s'est éteint, je n'avais pas trop conscience de ce qui se passait autour de moi. J'essayais de trouver un moyen de sauver ma peau. Je savais que quelquefois la queue des avions se détache pendant les accidents. Alors je me suis dit que plus je serais vers l'arrière, mieux ce serait. Ça marche! Après 2 longues minutes sans lumière ni instrument, enfin l'APU démarre et accepte de fournir la précieuse électricité. Cela ne redonne pas vie au moteur, mais au moins elle permet au pilote de piloter. Nous avons perdu les 2 moteurs. Pouvez-vous nous donner une trajectoire? Le commandant a besoin d'aide pour tenter de trouver dans l'urgence une piste encore abordable. D'après ses calculs, l'avion ne tiendra pas en l'air plus de 6 minutes. Et cette piste, ce pourrait être celle de la base aérienne de Dobbins, à 32 km de là. Elle est suffisamment longue pour accueillir le DC-9. Southern 242, bien reçu. Virez à droite, direction 101. Trajectoire vers Dobbins pour une approche directe, piste 1-1. La météo à Dobbins, Bill. On est à quelle distance? On est à quelle distance? Le copilote Lyman Keel connaît bien la piste de Dobbins. À l'époque où il était pilote militaire, il s'est souvent entraîné sur cette base aérienne de la Navy. Dans cette situation dramatique, la connaissance du copilote de la piste est à peu près le seul avantage de l'équipage. À 16 km de là, la petite ville de Hope n'a pas encore été aspirée par les affres de la tempête. À cet instant, Sadie Hurst n'a même pas conscience de l'approche de la menace. Il faisait très beau ce jour-là. Les enfants jouaient dehors. Ils faisaient du vélo dans l'allée. Allô? Salut, toi. Mon mari travaillait à Atlanta. Sa radio était branchée sur la station de Huntsville. Il m'a appelé et m'a dit « Chérie, ils annoncent une tempête ». Il m'a dit de faire rentrer les enfants. Les garçons, rentrez! On annonce une tempête! Rentrez. Prends les lampes de poche et les piles, Stephen. D'habitude, les tornades arrivent avec le mauvais temps. Les nuages noirs, la pluie, la grêle. Mais on n'a rien vu de tel.
Enfin, le DC-9 ressort des nuages pour retrouver un ciel plus clément. Mais il a perdu beaucoup d'altitude. Il n'est plus qu'à 7000 pieds, à peine plus de 2000 mètres. Redémarre les moteurs. Après l'arrêt des moteurs, la charge de travail dans le cockpit a considérablement augmenté. Dans ce cas précis, le copilote pilotait. C'était lui qui tenait les commandes et qui manœuvrait l'avion. Le commandant, lui, effectuait des checklists et essayait de résoudre les problèmes. Écoutez, nous avons perdu nos 2 moteurs. Et je ne peux pas vous dire quelles conséquences ça a. On n'avait que 2 moteurs. À combien on est de Dobbins maintenant? Southern 242, 16 000 nautiques. Vous avez redémarré un moteur? Négatif. Aucun moteur. Je ne savais pas quel était le problème, mais je savais qu'il y en avait un. J'ai ouvert la porte du cockpit pour leur dire que nous étions prêts à tout. Il ne faut pas qu'on décroche. Non, c'est bon. Bill, qu'est-ce qui se passe? Pas maintenant, Katie. Va t'asseoir. Je voyais qu'ils étaient terrifiés. On pouvait l'entendre à leur voix. J'ai tout de suite compris qu'il se passait quelque chose de très grave, mais je ne savais pas quoi. En vol plané, l'avion ne cesse de descendre, alors que la piste de Dobbins est encore à plus de 26 km. Demande-lui s'il n'y a pas autre chose entre ici et Dobbins. Quoi? Demande-lui s'il n'y a pas autre chose entre ici et Dobbins. Y a-t-il un autre aéroport entre notre position et Dobbins? Southern 242. Non, monsieur, c'est Dobbins le plus proche. D'instinct, le copilote qui est aux commandes de l'avion sent qu'il n'a pas suffisamment d'altitude pour rejoindre Dobbins en vol plané. Je ne crois pas qu'on va y arriver. Mais on fait tout ce qu'on peut pour redémarrer un des moteurs. Bien reçu. Il y a Cartersville. Vous êtes à 8000 au sud de Cartersville. À 13 000 à l'ouest de Dobbins. Cartersville est beaucoup plus proche. La piste est plus courte, mais elle peut accueillir un DC-9. Mettons le cap vers Cartersville, il faut qu'on aille là-bas. Cap vers Cartersville, s'il vous plaît. Bien. Virez à gauche, direction 360. Direction cap direct vers Cartersville. Le vol 242 n'a plus d'autre option. Sa seule chance d'éviter le crash est de rejoindre la piste de Cartersville. Pendant ce temps, à l'arrière, le personnel de cabine s'attend au pire et commence à se préparer pour un atterrissage d'urgence. Ils n'ont rien voulu me dire. J'ai vu le pare-brise totalement fissuré. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je crois qu'on a perdu les 2 moteurs. Je m'en doutais. D'accord. Cathy, tu as donné les directives aux passagers? J'ai compris que nous étions en détresse. Je pensais que j'allais mourir. Mais j'avais décidé de mettre toutes les chances de mon côté. J'avais déjà rassemblé des couvertures et des oreillers. J'avais récupéré ma veste en cuir dans le compartiment à bagages. J'avais disposé tout ça pour me confectionner une sorte de cocon. À New Hope, les habitants, eux aussi, se préparent à affronter le danger. En l'occurrence, les orages et les tornades qui foncent sur eux. Après avoir passé quelques heures à jouer dehors, ma mère nous a demandé de rentrer parce qu'on annonçait une tempête. Nous avons obéi. Elle nous a dit de descendre au sous-sol et de nous préparer à affronter l'orage. Pour le vol 242, la situation ne s'arrange pas. L'avion descend trop vite et les pilotes comprennent qu'ils n'atteindront jamais la piste de Cartersville. Ils vont devoir réaliser un atterrissage de fortune en pleine nature. Je repère un champ dégagé. Bill, trouve-moi une route. On va prendre le prochain champ. Non, Bill. Je vois une route là-bas, sans voiture. Juste là, est-ce que c'est droit? Non. On n'a pas le choix. Le copilote décide de tenter un atterrissage sur une route de campagne, la Georgia State Highway 92. Le commandant Mackenzie prévient le contrôle de leurs intentions. On va se poser sur la route. On n'a pas le choix. D'une manière ou d'une autre, le vol 242 sera au sol dans moins d'1 minute. Oh mon Dieu.
Aux commandes de son avion sans moteur, Lyman Keel fait un dernier virage pour s'aligner sur la route, qui à cet endroit traverse la petite ville de New Hope. À la dernière minute, nous avons fait un virage à gauche, assez raide. On pouvait voir les pins juste au-dessous de l'avion. Volet. Ils sont à 50. Bon sang, Bill. J'espère qu'on va y arriver. Lyman Keel est un pilote chevronné, mais il n'a jamais appris à poser un DC-9 sans moteur sur une route. Lyman Keel est un jeune homme qui revient tout juste du terrain d'essai d'Asie du Sud-Est, où il était aviateur naval. Il a appris les subtilités de l'atterrissage sur un porte-avions tanguant sur la mer de Chine méridionale en plein milieu de la nuit. Mais ce à quoi il est confronté à ce moment-là est une épreuve encore plus dure. La plus dure de toute sa carrière de pilote. Je vais atterrir là-dessus, mec. Il y a une voiture devant. Je l'ai. Je l'ai. Là. Je l'ai. Préparez-vous à l'impact! Après d'interminables secondes, le vol 242 touche l'asphalte de la route. Quand l'avion a touché le sol, le premier contact a été très doux. C'était si léger qu'on aurait pensé que ça allait marcher et qu'on allait tous s'en sortir. Mais il est tout de suite remonté puis s'est écrasé. À chaque fois qu'on cognait le sol, c'était de plus en plus fort. L'avion finit par se désintégrer en plein milieu de New Hope. Avant que l'avion ne s'arrête complètement, il y a eu des flammes à travers la cabine. J'ai senti mon visage brûler, bien que j'essayais de le couvrir avec ma veste en cuir. Nous avons entendu un énorme bruit. Les morceaux du DC-9 jonchent les rues de la petite ville. J'ai réussi à enlever ma ceinture après quelques tentatives. Je me suis tourné vers l'arrière de l'appareil et j'ai vu de la lumière. Je me suis levé et j'ai couru vers cette lumière. Je n'en revenais pas d'être en vie. Je n'en revenais pas. Quand je me suis réveillée, je me suis retrouvée. C'est indescriptible. J'étais assise près de la porte avant, près de laquelle il y avait un placard à vêtements et un mur sur lequel les strapontins étaient fixés. Ces trois murs s'étaient effondrés et formaient une petite pyramide. Il y avait juste assez de place pour moi en dessous. J'ai vu de la lumière par une fissure et je me suis dit que j'allais essayer de passer par là coûte que coûte. L'instant d'après, comme si j'avais juste cligné des yeux, au lieu de voir la moquette à mes pieds, j'ai vu le ciel bleu. J'ai compris que j'étais allongé sur le dos, par terre. Sur ma gauche, l'épave était en feu. Je n'ai même pas reconnu l'avion duquel je venais d'être éjecté. Je croyais que c'était une maison que nous avions heurtée. Sandy Pearl, une des hôtesses, s'en sort indemne. Aussitôt, elle aide les autres passagers. Pour tous, il est urgent de s'éloigner de l'épave en flammes. Quand je suis arrivée en haut des escaliers du sous-sol pour fermer la porte, j'ai vu un reflet rouge comme le feu dans la porte.
C'est là que j'ai vu ce qui se passait. J'ai vu de la fumée et du feu. Et les gens qui venaient vers moi ne pleuraient pas, ne criaient pas. Ils étaient calmes. Tout était en feu. Je voyais des gens courir vers une maison. Il faut que je téléphone. Je voulais appeler les urgences ou la compagnie ou je ne sais qui pour leur dire qu'on avait atterri quelque part et qu'on avait besoin d'aide. Tout est devenu flou. Il continuait à arriver. Aidez-la, je vous en prie. Je suis retournée à la cuisine et j'étais entourée de gens. Ils savaient qu'ils étaient dans une maison. Ils devaient se sentir en sécurité. Ils avaient besoin d'aide. Moi, j'étais encore bouleversée. J'essayais de faire tout ce que je pouvais à ce moment-là. Je m'en souviendrai jusqu'à ma mort. Nous regardions les arbres partir en fumée, les pins et les morceaux de l'appareil brûlés. C'était tellement irréel. Je n'ai jamais rien vu de tel et je ne veux pas revoir ça un jour. « 72 personnes, dont le commandant Mackenzie et le copilote Lyman Keel, ont trouvé la mort dans le crash du vol 242. Southern Flight 242 crashed after the DC-9 jet lost power in both engines. The plane had just flown through a violent hailstorm on a flight from Huntsville, Alabama to Atlanta. I saw the plane as it came veering down, hit the treetops. We thought it was a tornado at first. Vehicles, people that was in this grocery store yard and vehicles, it actually hit them. L'avion s'est écrasé sur une voiture, tuant ses 7 occupants, tous de la même famille. Ils quittaient le magasin au moment où l'avion a tenté d'atterrir sur la route. Et ils ont dû vouloir accélérer, et tout a explosé et a pris feu. Ils étaient tous dans la voiture et ils ont péri au cours de l'explosion et de l'incendie. Les enquêteurs du Bureau national de la sécurité des transports américains arrivent sur place dans les heures qui suivent. Et la compagnie Southern se retrouve sur la sellette. En moins de 10 ans, c'est sa deuxième catastrophe aérienne. En 1970, un vol Southern s'était écrasé en Virginie. Il n'y avait eu aucun survivant. Il y a toujours beaucoup de questions auxquelles les enquêteurs doivent répondre. Ici, il y avait 2 questions essentielles. Quelles étaient les conditions météorologiques et qu'est-ce qui avait causé l'arrêt des 2 moteurs au point d'obliger les pilotes à tenter un atterrissage d'urgence sur une route dans un petit village? Première constatation, la tempête dans laquelle s'est retrouvé le vol 242 était monstrueuse. Question, pourquoi un équipage expérimenté a-t-il foncé tête baissée droit dans une tempête potentiellement mortelle? C'est le trou, non? Ça n'a pas l'air d'un trou, si? Pour comprendre, les enquêteurs commencent par écouter une des 2 boîtes noires, le CVR, qui enregistre les conversations dans le poste de pilotage. Visiblement, les pilotes comptaient énormément sur leur radar météo pour traverser la zone perturbée. Un radar qui semble les avoir induits en erreur. Dégagez à gauche et à peu près à droite. Je pense qu'on peut traverser là-bas. Une des limites du radar que l'équipage du vol 242 utilisait était la réduction du signal. Le signal partant du radar extérieur pour observer la météo et revenant à l'avion était diffus. L'image qui était ensuite représentée dans le cockpit n'était pas forcément précise.
Le fonctionnement du radar météo est simple. Il émet des ondes qui se réfléchissent sur les nuages et sont détectées par un récepteur à bord de l'avion. Seulement voilà, en cas de précipitation intense, ces ondes réfléchissantes peuvent dévier et ne plus être captées. En clair, ce qui ressemble à un passage sur l'écran radar peut aussi être le pire des endroits. Ces inexactitudes sont difficiles à déchiffrer. Et si l'équipage dépend seulement du radar pour se guider à travers des intempéries, il a peut-être pris des décisions basées sur des informations faussées. Or, la tempête dans laquelle le vol 242 s'est jeté est une des pires que les États-Unis aient connues sur les 3 années précédentes. Certes, l'avion ne s'est pas trouvé au cœur d'une tornade, mais il a été littéralement martelé par un bombardement de grêlons. Par où est-ce qu'on traverse? Par où on sort? Je ne sais pas comment sortir de là, Bill. Ce que l'équipage a perçu comme étant un passage était en fait la zone la plus violente de l'orage. Et ils ont foncé droit sur elle. Mon Dieu, l'autre moteur s'arrête aussi. L'autre moteur est en train de s'arrêter. Southern 242, répétez. Stand-by. On a perdu les 2 moteurs. Une fois au cœur de l'orage, les 2 moteurs ont rendu l'âme. Pourtant, les turboréacteurs JT8 de Pratt & Whitney étaient conçus pour résister à l'ingestion de grandes quantités d'eau, voire même des grêlons. D'emblée, l'arrêt simultané des 2 moteurs paraît quelque peu mystérieux aux enquêteurs. Une défaillance mécanique au mauvais moment aurait-elle aggravé la situation ? Au départ, j'ai été dubitatif. Comment 2 moteurs pouvaient-ils être la cause de cet accident ? J'avais hâte d'arriver sur place pour voir les moteurs moi-même et découvrir s'il y avait une trace visible de panne. Pratt & Whitney, le constructeur des moteurs, envoie un de ses spécialistes, Al Weaver, renforcer l'équipe d'enquêteurs du NTSB. Quant au reste des 2 réacteurs, ils sont transférés à Atlanta pour un examen approfondi. Quand ils ont soulevé les moteurs à la verticale, dans le hangar, j'ai entendu un tintement et des pièces sont tombées par l'avant du moteur. Je me suis penché pour les ramasser et j'ai immédiatement vu qu'elles provenaient des pales haute compression situées au cœur du moteur. Les morceaux retrouvés sont en fait des ailettes du compresseur. Pour fonctionner, un réacteur a besoin d'air pressurisé pour assurer la combustion. Chaque réacteur comprend 2 compresseurs composés chacun d'une douzaine d'ailettes. En tournant à haute vitesse, ces ailettes compriment l'air vers l'arrière du réacteur pour être mélangé au carburant dans la chambre de combustion et générer une poussée. Al Weaver remarque d'un premier coup d'œil que les ailettes retrouvées sont toutes très détériorées et parfois carrément tordues. Et visiblement, les dégâts ne proviennent pas du crash lui-même. Ils ont été causés en vol. Nous savions que le genre d'usure que nous avions observé de nos yeux est causé par un pompage répété des moteurs. Le phénomène de pompage se déclenche lorsque le flux d'air alimentant le réacteur n'est plus suffisant. Faute de pression, le flux d'air dans la chambre de combustion peut carrément s'inverser et dans ce cas, le moteur perd toute puissance. Reste à savoir pourquoi les réacteurs ont pompé. Lorsqu'un réacteur absorbe de la pluie, il doit la gazéifier avant de l'évacuer dans les gaz d'échappement. Un processus consommateur d'énergie et qui ralentit les moteurs. Vu la densité des précipitations rencontrées par le vol 242, il est clair que les moteurs ont eu du mal à absorber une telle quantité d'eau. D'où la panne d'électricité. Mais cela n'explique pas pourquoi, en bout de course, ils se sont carrément éteints. Pour être certain qu'il existe une autre cause à cet arrêt total, Al Weaver fait un test. Il prend un réacteur du même modèle, le met en marche et le force à ingérer plus de 14% d'eau. Les moteurs à 3/4 de poussée. Allons-y. Mais rien n'y fait. Les techniciens ont beau pousser le moteur à fond et lui faire ingérer des quantités d'eau dignes d'une mousson, le moteur continue à fonctionner. Bien, ça suffit. Éteignez-le.
La preuve est faite. La pluie ne pouvait pas être la seule et unique cause des dégâts et de l'arrêt des moteurs du vol 242. Le moteur fonctionnait correctement, aucune anomalie. Nous nous sommes dit que nous ne pouvions pas recréer de plus fortes précipitations. Donc nous savions que nous n'allions pas dans la bonne direction. Mais si la pluie n'est pas la responsable, l'eau demeure néanmoins le suspect numéro 1, notamment si elle se présente sous une autre forme. C'est le trou, non? Ça n'a pas l'air d'un trou, si? En l'occurrence, de la grêle. Les survivants du vol 242 ont tous raconté la même chose. Ils ont vu des grêlons de la taille d'une balle de tennis. Des grêlons suffisamment épais pour briser les 3,5 cm du pare-brise du DC-9. Et de fait, Al Weaver découvre des traces de grêlons sur les capots des deux réacteurs. En démarrant à l'avant du moteur, nous avons remarqué que le capuchon d'arrivée et le tronc qui carène le flux d'air entrant dans le moteur, qui font partie de la structure d'un avion et qui sont en aluminium, étaient bosselés sur les deux moteurs. Nous avons pensé que la grêle avait joué un rôle significatif. Mais de là à endommager les ailettes de la turbine, il y a un pas qu'Al Weaver refuse de franchir. D'après l'examen mécanique des moteurs, nous savions que la grêle à elle seule n'avait pas causé de dégâts au moteur. Elle avait seulement cabossé l'extérieur de la surface couvrant le moteur. Les fortes précipitations et des capots de réacteurs cabossés auraient pu, à eux seuls, perturber le flux de l'air et entraîner un pompage. Mais cela n'explique pas les dégâts à l'intérieur des réacteurs. Al Weaver se penche alors sur une autre hypothèse. Et si les grêlons avaient obstrué les vannes d'évacuation? Ces vannes, situées entre les deux compresseurs, s'ouvrent automatiquement en cas de surpression. Mais si elles sont bloquées, la pression au sein du moteur devient vite dévastatrice. Encore plus si les pilotes n'ont pas la bonne réaction. Une fois que les moteurs ont commencé à pomper, les pilotes auraient dû réduire les gaz pour arrêter le pompage. Or, les boîtes noires indiquent le contraire. Au moment critique, les pilotes ont reçu une consigne qui les a poussés à remettre les gaz. Maintenez à 15 000 Southern 242, si vous m'entendez. Nous essayons de le remonter. Alors qu'ils étaient au cœur de leur âge, l'équipage a tenté de reprendre de l'altitude. Maintenez à 15 000 si vous m'entendez. Maintenez à 15 000 Southern 242. Et évidemment, pour monter, le commandant a mis la pleine poussée, aggravant sérieusement la situation. Si le pompage ne s'est pas arrêté, mais au contraire a empiré, le moteur s'est tout simplement brisé de l'intérieur. Nous essayons de le remonter. Mettre les pleins gaz n'a fait qu'aggraver la situation. Les vannes bloquées par la grêle, la pression n'a cessé de monter dans le moteur jusqu'à tordre et briser les ailettes du compresseur. Le moteur gauche ne tourne plus. Notre moteur gauche vient de nous lâcher. Et une fois que les ailettes se sont cassées dans l'enceinte du compresseur, il n'y a plus moyen de redémarrer le moteur. L'enquête avance. Elle a permis de comprendre pourquoi les pilotes ont mal interprété l'écran de leur radar météo et comment les moteurs sont tombés en panne. Mais demeure une question. Pourquoi l'équipage a-t-il foncé sans le savoir au cœur d'un orage aussi violent? Et qui fait l'atterrissage? Pas moi, je suis juste le commandant. Démarrage moteur. Juste avant de décoller de Huntsville, l'équipage avait reçu un bulletin météo du bureau de leur compagnie Southern. Mais les informations dataient déjà de plusieurs heures. On dirait qu'on va s'en prendre une bonne. Les services de Southern Airways n'avaient pas d'informations mises à jour. Ils n'étaient pas inscrits aux mises à jour du service météorologique américain. Ils étaient inscrits à un autre service qu'ils devaient appeler pour recevoir les informations. Quand le préparateur de vol a téléphoné pour recevoir la mise à jour, ça sonnait occupé et il n'a pas réessayé. Il n'a donc pas pu fournir de mise à jour à l'équipage du vol 242. Southern 242, j'observe une série d'événements météorologiques qui semblent de force modérée à forte.
Début dans environ 5 nautiques devant vous. Est-ce que Huntsville aurait pu leur fournir de meilleures informations météo? Absolument. Mais ils ont fait leur travail. Ils ont fourni des informations météo localisées en prévenant qu'un orage violent ou de fortes précipitations se dirigeait vers l'aéroport. Le rayon de leurs informations ne dépassait pas les 40 000 nautiques et ce que le vol 242 a affronté se trouvait bien au-delà de 40 000 nautiques. Sans information météo précise et avec une mauvaise interprétation de leur écran radar, les deux pilotes se sont retrouvés à naviguer à l'aveuglette au cœur de violents cumulonimbus. Et en quelques minutes, ce fut l'enfer. Une fois leurs deux moteurs en panne, la seule option qui leur restait était de tenter un atterrissage d'urgence. Nous avons perdu les deux moteurs. Pouvez-vous nous donner une trajectoire? Southern 242, bien reçu. Virez à droite, direction 101. Trajectoire vers Dobbins pour une approche directe, piste 1-1. Mais en étudiant précisément la trajectoire du vol 242, les enquêteurs découvrent également une indécision de la part des pilotes qui s'est révélée mortelle. Entre le moment où l'équipage a réalisé qu'il n'avait plus de moteur et le moment où il a tenté l'atterrissage, 9 minutes se sont écoulées, soit environ 7 minutes pour prendre une décision critique avant d'essayer d'atterrir sur l'autoroute. Donnez-nous une trajectoire vers une zone dégagée, Atlanta. Après la perte de leurs deux moteurs, les pilotes ont effectué un demi-tour vers l'ouest pour tenter d'échapper à l'orage. Mais en même temps, ils se sont éloignés de la base aérienne de Dobbins où ils voulaient se poser. Une fois sortis de l'orage, après avoir perdu plusieurs précieuses minutes, ils ont repris le cap de Dobbins. Malheureusement trop tard. Y a-t-il un autre aéroport entre notre position et Dobbins? Southern 242. Non, monsieur, c'est Dobbins le plus proche. S'ils avaient maintenu la trajectoire vers Dobbins plutôt que de faire des virages ou d'essayer de trouver un autre aéroport, ils auraient certainement eu plus de chances d'y arriver, ou du moins il y aurait eu un plus grand nombre de survivants. Southern 242, bien reçu. Virez à droite, direction 101. Trajectoire vers Dobbins pour une approche directe, piste 1-1. Au moment où le vol 242 a reçu ces informations, il avait déjà fait demi-tour et n'avait plus suffisamment d'altitude pour avoir une chance de rejoindre Dobbins. Déclare à Mayday, Bill. À cet instant, il leur restait malgré tout une chance de s'en sortir. En fait, ils étaient quasiment à la verticale d'un autre aéroport, celui de Cornelius Moore. Je pensais que nous allions atterrir à l'aéroport Cornelius Moore, parce que je connaissais bien cet aéroport. Avec mon avion, je partais souvent de là pour faire des allers-retours jusqu'à Decatur et Atlanta. Seulement voilà, le petit aéroport de Cornelius est hors de portée des radars du centre de contrôle d'approche d'Atlanta. Et les contrôleurs d'Atlanta ignoraient jusqu'à son existence. Absents de leur écran radar, ils ne pouvaient pas diriger le vol 242 vers ce terrain. Quand j'ai appris que les contrôleurs d'Atlanta ne connaissaient pas l'aéroport Cornelius Moore de Cartersville, j'ai été bouleversé. Parce que nous sommes passés à 5 ou 6 kilomètres de là. Il y a une piste de 1200 mètres. Et même si certains contrôleurs pensent que c'était trop court, ça aurait été sûrement mieux que d'atterrir sur une route. J'étais très en colère. C'était une réaction tellement inutile. Combien de vies gâchées. J'étais très triste. Finalement, le NTSB rendit ses conclusions. Pour lui, la double panne des réacteurs et l'absence d'informations météo actualisées fournies à l'équipage constituaient les deux principales raisons de la catastrophe. Il émit également une recommandation en forme d'injonction. Les radars météo devaient être plus performants et permettre aussi bien aux équipages qu'aux contrôleurs de mieux connaître la réalité de la situation. Dans les avions commerciaux d'aujourd'hui, les pilotes ont des radars météo en couleur à leur disposition. Ce sont des radars qui représentent l'intensité des précipitations grâce à des bandes de couleurs.
L'accident du vol 242 fut également riche en enseignements sur le pompage des moteurs et la conduite à tenir en cas de forte précipitation. Une fois encore, nous avons réaffirmé aux pilotes l'importance d'empêcher les moteurs de pomper. En cas de pompage, pour quelque raison que ce soit, il faut absolument évacuer la surpression. Si on ne le fait pas, le moteur finit par casser. Et comme pour chaque accident, le NTSB s'est également intéressé au taux de survie des passagers. Quand on regarde le taux de survie lors des accidents d'avion, il est évident que la conception des sièges contribue à améliorer ce taux. Mais il n'existe aucune statistique qui confirme qu'il est plus sûr d'être assis devant, au milieu ou à l'arrière d'un avion. Pour le vol 242, Don Foster a survécu à l'accident parce qu'il a réfléchi vite. Il a placé une veste en cuir sur sa tête, il a utilisé un oreiller en protection entre son visage et le siège devant lui. Ça lui a probablement sauvé la vie, dans le sens où ça a minimisé les blessures qu'il aurait pu avoir. Ce fut un regret émis par le NTSB. Si le personnel de bord avait distribué couvertures et oreillers aux passagers, il aurait probablement pu limiter le nombre de morts et de blessés lors de l'impact. À chaque accident d'avion, nous apprenons des choses. Pour celui-ci, nous avons appris que la communication s'est rompue au sein de la FAA, au sein de Southern Airways et même au sein du cockpit du DC-9. Ce que nous n'avons toujours pas retenu, c'est la leçon la plus importante. Nous devons le respect à Mère Nature. Plus de 3 décennies se sont écoulées depuis le crash du vol 242 sur la petite ville de New Hope, en Géorgie. Pourtant, personne n'a oublié. Tous les 10 ans, les survivants se réunissent dans l'église de la commune. Ils se retrouvent pour se souvenir des disparus. Aux États-Unis, aujourd'hui, c'est le plus ancien groupe actif de victimes d'une catastrophe aérienne. I want to welcome you to this service today in remembering April the 4th, 1977, when the Southern Airways Flight 242 crashed here in the New Hope community. Earl D. Johnson. Lyman Keel, Jr. William Wade McKenzie. Earl C. Griffin, Jr. Après le crash, j'ai eu du mal à comprendre comment j'avais réussi à survivre. Et puis, après quelques mois, j'ai arrêté d'y penser. Je me disais que c'était comme une seconde chance. La famille est devenue plus importante pour moi. Et m'amuser aussi. Ça a causé beaucoup de peine à notre famille, à mon père et à ma mère surtout. Ils ont perdu 2 de leurs enfants et tous leurs petits-enfants ce jour-là. Encore aujourd'hui, je sens les odeurs. J'entends les bruits. Et je vois encore ces gens. Il y a tellement de choses qui me rappellent ces souvenirs. Et à chaque fois, je ressens les mêmes émotions. On ne veut pas y penser, mais on n'y peut rien. Je crois que c'est important pour les survivants de se rassembler. Ça leur permet de partager leur expérience. Ils savent que d'autres personnes ont ressenti la même chose qu'eux. Grâce à ça, j'ai vécu une vie géniale. C'est idiot, mais je pense que je suis devenue meilleure. Je crois que j'ai vécu une vie meilleure parce que j'ai grandi grâce à ça. Que cet office honore nos êtres chers et qu'il apporte la paix et du réconfort à ceux qui restent.